Depuis dimanche soir dernier, Andrea Agnelli et Fiorentino Pérez, respectivement présidents de la Juventus Turin et du Real Madrid, officialisaient la création de leur fameuse Super League. Ce projet de ligue fermée destiné à concurrencer la Ligue des Champions, la principale compétition européenne de clubs. Dans la foulée, le Barça, l'Inter Milan, l'AC Milan, Manchester City et United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham et l'Atlético Madrid, tous les clubs les plus puissants économiquement de la planète, à l'exception du PSG et du Bayern Munich, avaient répondu favorablement au projet. Et depuis, c'est le bazar. Une énorme vague de contestation s'est levée de la part des autres clubs européens et des supporters. L'UEFA, qui gère le football européen, a dans un premier temps menacé les clubs participants de sanctions, puis a ensuite dévoilé son projet de réforme de la Ligue des Champions. Et mardi soir, retournement de situation, les 6 clubs anglais, plus l'Atlético Madrid et l'Inter Milan, ont annoncé leur retrait du projet Super League. Le projet serait donc mort-né. Le football a gagné, d'aucuns diraient. Mais le football a-t-il vraiment gagné dans cette histoire ? Qu'est-ce que ce projet de ligue fermée ? La réforme de la Ligue des Champions prévue par l'UEFA n'est-elle pas elle aussi toujours plus favorable aux puissants ? Comment en est-on arrivé au point que le football se soit ainsi fait manger par des enjeux toujours plus économiques et financiers, au détriment des enjeux sportifs et de la ferveur populaire ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rondeau. Salut. Bonjour. Pierre. Donc toi, tu es un petit peu spécialiste de l'économie, du sport et du foot en particulier. Et donc je suppose qu'avec cette actualité qui a été riche en rebondissements ces 3 derniers jours, tu as eu... C'est très simple, j'ai pas dormi depuis 3 jours. Ouais. Tout simplement, ça a été pas mal de coups de fil. Ouais. Des coups de fil, mon téléphone était collé à ma main littéralement, parce qu'on a été abreuvé d'informations en continu. Parce qu'il faut bien préciser que, tu l'as très bien dit, c'était une véritable révolution qui s'annonçait dans le football. La création qui, heureusement, aujourd'hui a été, pas annulée, mais en tout cas reportée à une date ultérieure, on ne sait pas quand, mais en tout cas reportée sine die. Si elle avait eu lieu, ça aurait été une révolution totale et absolue du modèle du football. D'autant que ça a été annoncé comme un coup de poing. La Juventus était tranquillement en train de perdre son match contre l'Atalanta à Bergame la semaine dernière. Ouais. Et là, d'un seul coup, ils nous annoncent, les 2 présidents qui sont un peu les chefs de file de ce mouvement, donc Fiorentino Pérez et Andrea Agnelli, je répète, qui sont présidents du Real Madrid et de la Juventus Turin, officialisent comme ça. C'est une chose qui était quand même dans les papiers depuis très longtemps, ce projet de Super League européenne, on pourrait y revenir, mais c'est vrai qu'au moment où, donc c'était dimanche dernier, match italien, mais moi c'était match français, c'était le PSG Saint-Etienne, très bon match d'ailleurs, et c'était en plein match, c'est le New York Times qui a annoncé l'information, et un très bon journaliste que je recommande, Tariq Penja, qui est souvent très bien informé. Tariq Penja a dévoilé cette information qui est comme un coup de pied, un coup de poing dans le monde du football. Voilà, la Super League va être annoncée dans la journée. En l'occurrence, elle a été annoncée très officiellement à minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi. Le communiqué de presse est sorti à minuit et demi, comme quoi les 12 clubs que tu as cités allaient créer, fonder cette Super League européenne. Et ça a été depuis le branle-bas de combat, tout le monde s'y est mis, les pouvoirs politiques, les supporters, les dirigeants, le pouvoir financier, tout le monde en a parlé depuis 2 jours. Ça n'a pas arrêté, on a eu des coups de téléphone de partout, des informations ont fuité, ont été dévoilées. Vraiment, ça a été très, très, très fort, très lourd, très fatigant aussi, passionnant, je dirais aussi. Alors on pourra y revenir, mais parce que c'est vrai que c'était une véritable révolution qui s'installait et un total changement de paradigme sur ce qu'est le sport européen, le football européen. Le football européen, rapidement, c'est un système de méritocratie pyramidale. On monte, on descend. Il y a des épopées, il y a le petit poussé contre le grand, David contre Goliath. Le football, c'est la capacité à ce que l'Atalanta batte la Juventus. C'est la capacité à ce que Auxerre commence en DH et termine en Ligue des Champions. C'est possible. Tu me diras, bien évidemment, et beaucoup pourront dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités et que c'est essentiellement quasiment toujours les mêmes en Ligue des Champions, ce qui est vrai, mais tu as aussi des surprises. T'as l'Ajax, t'as Porto, t'as Lyon qui bat City, qui bat la Juve. Le foot, c'est ça, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pas le basket, c'est pas le baseball, c'est pas les grands sports américains, où c'est toujours les mêmes. Le foot, t'as ce côté, qui arrive effectivement de moins en moins souvent, mais qui est encore là, ce côté surprise, qui rend les choses accessibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle toujours le foot populaire, le sport populaire. Et la Super League européenne voulait mettre à bas tout ça. En termes de compétition, mais aussi en termes de financement, parce que c'est aussi ça qui est très important. Comment ça devait fonctionner, cette Super League ? Il faut revenir à tout l'historique de cette Super League, mais au-delà de l'histoire,
Très concrètement, au niveau de l'organisation et du format, pour bien que les spectateurs comprennent, on a normalement, je dirais normalement dans le monde européen du sport, parce qu'il faut bien distinguer deux modèles, le modèle américain et le modèle européen qui sont totalement différents. Dans le modèle européen, on a un système de méritocratie où via le championnat national, on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Il y a un championnat national, tout le monde s'affronte avec, même dans ce championnat ou ces championnats nationaux, tu as un système pyramidal de promotion et de relégation, tout le monde s'affronte, les meilleurs, il y a un classement à la fin, les meilleurs sont devant, les derniers sont derrière, et les meilleurs du championnat, en l'occurrence en France, les 3 premiers, mais pour l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, les 4 premiers, sont qualifiés en Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Et même dans cette Ligue des Champions, tu as de la même manière un système pyramidal où tout le monde s'affronte et ça monte. Il y a au départ des poules, un mini-championnat, et ensuite les huitièmes, les quarts, les demi, la finale, le vainqueur, mais tout ça sur une base méritocratique. La méritocratie, c'est je me bats pour réussir et je réussis à la fin. Très bien. Le modèle à l'américaine, qui dans l'histoire nord-américaine a été constitué totalement différemment que l'histoire européenne, puisque le sport européen, ça part avant tout de l'élite bourgeoise qui considère le sport comme un loisir, comme un jeu, donc qui n'avait pas à se préoccuper des intérêts pécuniaires et monétaires, donc qui a constitué les équipes de sport sur une base fédéraliste amateur. Donc c'est pour ça qu'en France et dans toute l'Europe, les équipes sont à l'origine des associations sportives dépendantes de ligues, elles-mêmes dépendantes de fédérations, et les fédérations elles-mêmes dépendantes de ministères, donc de l'État. En théorie, j'ai bien en théorie, parce que tu pourrais venir dire que maintenant c'est un peu le jeu financier. Mais la logique européenne est fondée sur cette base de construction méritocratique. Les Américains, ils vont dire, ils ne sont pas dans l'hypocrisie, c'est l'argent roi. Et c'est dès le départ, on crée une franchise, on crée un sport dans un seul intérêt économique. Je suis un entrepreneur de spectacle. Je vends du spectacle. Donc, dès les années 20, quand on a créé des franchises de baseball, de basket ou de foot US, on a dit il faut non pas l'intérêt sportif, mais l'intérêt économique pour satisfaire les investisseurs. Donc, comment les satisfaire ? Réduire l'incertitude. Réduire l'incertitude, c'est faire ce qu'on appelle des ligues fermées. Ligue fermée, il n'y a plus de relégation. Tu payes ton droit d'entrer dans un championnat, et une fois que tu as payé, tu y es à vie. En tout cas, tu y es le temps que tu as payé. Si tu as payé une licence pour 15 ans, 20 ans, souvent c'est 50 ans la licence, si tu as payé ta licence pour X temps, tu y es pour X temps, que tu termines dernier ou premier d'ailleurs. Il n'y a pas de différence. Pour eux, c'est comme ça que ça marche. Et ce qui garantit la stabilité des investissements, l'investisseur se dit « je peux venir dans l'équipe, elle restera là quoi qu'il arrive pendant 20 ans ». En France, par exemple, l'investisseur est moins friand de venir à Bastia, à Sedan, à Évian, à Angers, parce que c'est des clubs qui ne sont pas très forts économiquement. Il y a un risque sportif à ce qu'ils s'écroulent et qu'ils fassent faillite. Alors que là, dans le sport américain, c'est garanti. Et grâce à ça, le sport américain génère une lucrativité extrêmement forte. Plusieurs milliards de dollars d'intérêts tous les ans. Eh bien, les Européens se sont dit, si le modèle américain fonctionne financièrement, appliquons-le en Europe. Il faut bien, alors, un élément qu'on n'a pas précisé, ô combien important, c'est la crise, ou la Covid-19, qui a, parce que, on pourrait revenir après avec l'UEFA, mais parce que depuis maintenant 20 ans, c'est la course à l'armement permanente et la gestion catastrophique des clubs européens de football, qui sont tout le temps surendettés et qui ont une gestion catastrophique de leurs finances, mais jusqu'ici tenaient grâce aux droits TV, grâce aux actionnaires, grâce aux investisseurs, grâce aux marques, grâce aux partenaires, continuer à vivre, mais à vivre en déficit. La crise de la Covid-19 a tout bouleversé, parce que la crise de la Covid-19 a dit que dorénavant, les clubs sont à perte, mais n'ont pas de gains. Pas de gains de billetterie, de plus faibles gains de droits TV, et de plus faibles gains de sponsoring, puisque c'est la crise et les gens vont plus au stade et ne consomment plus football. Donc, au total, depuis le premier confinement, 6 milliards d'euros de pertes pour les clubs. 6 milliards d'euros. Donc, les clubs européens ont dit, en tout cas, les 12 plus gros que tu as cités. On servi de ce contexte pour justifier Exactement. cette Super League. C'est même beaucoup plus pernicieux, je trouve, parce qu'en gros, si tu veux, dès le premier confinement, alors que le projet de Super League, de ligue privée modèle à l'américaine, on pourrait y revenir, ça fait 30 ans que ça existe. Depuis 30 ans, les clubs n'arrêtent pas de dire il faudrait qu'on fasse ça pour avoir plus d'argent. Et depuis 30 ans, c'est un peu le jeu du chat et la souris entre l'UEFA, la Fédération européenne de football et les clubs, en disant, les clubs disent nous voulons la ligue fermée, nous voulons quitter l'UEFA. L'UEFA dit non, s'il vous plaît, restez avec nous et on vous donne des choses. On vous donne une nouvelle Ligue des Champions, on vous donne plus de places, on vous donne plus d'argent. Et à chaque fois, c'était le jeu entre les clubs et l'UEFA en disant « Ah, on va faire la Ligue fermée, non, s'il vous plaît, restez ». Et pareil, au premier confinement de mars dernier, alors que les clubs voyaient des pertes s'accumuler,
Le CA, donc le syndicat des clubs, présidé par Agnelli, je le dis avec l'accent français, Andrea Agnelli, président de la Juventus de Turin, constatant ces pertes, le CA a demandé à ce que l'UEFA réforme sa Ligue des Champions, en disant, déjà on perd de l'argent, donc ce serait bien que votre compétition, qui est censée être la compétition majeure du sport le plus populaire du monde, puisse générer beaucoup d'argent. Les clubs se demandaient comment se fait-ce que le foot US, qui est un sport mineur, oui, le foot US est un sport mineur. Le foot US, c'est quoi? C'est 100 millions de téléspectateurs au Super Bowl. La Coupe du Monde, c'est 1,4 milliard de football, hein, donc sport mineur, le foot US. C'est actuellement 6 milliards d'euros de droits TV. Et en 2023 jusqu'en 2033, 10,5 milliards. La Ligue des Champions, c'est 2 milliards. Donc les clubs ont dit, on perd de l'argent, alors que vous avez la compétition la plus prestigieuse du monde. Il faut la réformer, il faut la changer. En fait, c'était ça l'enjeu de la Super League, c'est de pouvoir ramener des énormes droits télé et de se les répartir à 15. Dès le début, si tu veux, c'est même pas en mode on veut la Super League, parce que ça fait 30 ans qu'ils le disent. Ils la veulent pas, la Super League. Eux, ce qu'ils veulent, le Real Madrid, Florentino Pérez, eux, ce qu'ils veulent, c'est soulever la coupe aux grandes oreilles. Ils ont toujours voulu conserver la Ligue des Champions. Tu pensais vraiment que le Real Madrid allait accepter de renoncer à 13 titres de Ligue des Champions? Eux, ils voulaient la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, lucrative. Et ils disaient, la Ligue des Champions, c'est 2 milliards par an. Le foot US, c'est 6 et bientôt 10. Ben non, nous, il faut qu'on trouve un moyen qu'on fasse au moins 5, 6. Donc, depuis le mois de mars 2020, ils sont allés voir l'UEFA en disant, il faut réformer. L'UEFA, elle a dit, OK, on va faire un truc, on va changer, on va réfléchir. On a déjà dans les chapeaux plusieurs modèles à vous présenter. Depuis maintenant 3-4 ans, il y a des modèles en prévision qui sont travaillés. Il y a un modèle avec 40 clubs, 2 poules de 20, un modèle avec 4 poules de 8. Là, actuellement, c'est 8 poules de 4, 32 clubs. L'UEFA a choisi le modèle suisse, c'est 36 clubs, poule unique de 36. Très compliqué à présenter, je peux le faire rapidement, mais en gros, c'est 10 matchs, 5 à domicile, 5 à l'extérieur, un classement sur 36. Après, donc, tu prends les 8 meilleurs, du 9e au 24e des playoffs d'accession. Ouais, en fait, ça fonctionne déjà un peu comme une ligue fermée, un championnat, puis des playoffs. Via le championnat. Tu restes qualifié via le championnat. Tu as quand même des playoffs et compagnie, mais tu es qualifié via le championnat. C'est la Ligue des Champions, c'est l'UEFA. L'UEFA, c'est l'ensemble des fédérations européennes qui, elles, sont dominatrices sur les ligues. Mais il y a un système qui était prévu pour favoriser les clubs historiques, ceci dit, et qui change un petit, qui permet de contourner un peu le système du championnat. Ça a été... alors là, c'est plein de rebondissements à chaque fois. Parce que comme les clubs disent on perd de l'argent, l'UEFA dit OK, on propose un modèle suisse, 36 clubs contre 32 aujourd'hui, plus de matchs, on passerait de 130 à 180 matchs. Le vainqueur aujourd'hui joue 13 matchs pour remporter une Ligue des Champions. Demain, pour ce nouveau format, sera 19 maximum, donc plus de matchs. Qui dit plus de matchs dit plus de droits TV, plus d'argent. Et les clubs, en l'occurrence les grands, au départ disent OK, mais ils mettent une condition. La condition, c'est on veut récupérer la gestion intégrale de la société commerciale. Société commerciale de l'UEFA qui est gérée à part égalitaire entre l'UEFA, les clubs et les championnats avec droit de veto de l'UEFA. Et c'était mardi 30 mars. Mardi 30 mars, il y a une réunion pour dire on valide la compétition. Et tu as les dirigeants de Manchester United et de Manchester City qui disent non, on ne veut pas. On ne veut pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir la gestion intégrale de la société commerciale. L'UEFA dit non, les mecs coupent la connexion Zoom et s'en vont. Pour qu'on comprenne bien, gérer la société commerciale, c'est ensuite pouvoir gérer justement la répartition des droits télé, par exemple. Alors, gérer la commercialisation des droits TV, des droits commerciaux sponsoring et gérer la répartition. Donc, voilà, c'est tout le volet économique. La main pour exactement. avoir les clés de la caisse. Exactement. En fait. Aujourd'hui, c'est l'UEFA qui les a. Et demain, en tout cas, les clubs voulaient que ce soit eux qui les auront, ces clés, dans le futur, en 2024. Donc, les droits commerciaux, c'est commercialisation et négociation des droits TV et modalité de redistribution du prize money pour les clubs. L'UEFA dit non parce que l'UEFA veut conserver la mainmise sur ses droits commerciaux. Les clubs disent OK, merci, au revoir. L'UEFA communique en disant ne vous inquiétez pas, juste on va négocier pendant 2 semaines et le 19 avril on annonce la nouvelle Ligue des Champions. Les 12 clubs en fait ils sont allés plus vite que la musique puisque le dimanche, la veille, donc le 18 avril, en catimini ils annoncent la création de la Super Ligue européenne. Voilà. Ils l'annoncent. Qui sera leur propre caisse de droits télé. Être leur propre caisse, en gros qui aurait dû être, parce que pour l'instant, elle me semble-t-il, elle est annulée, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, des clubs sont partis au final, mais elle aurait dû être
leur propre compétition. Ils auraient dû être actionnaires, donc décisionnaires, gestionnaires. Et ils avaient déjà prévu budgéter, parce que tout est sorti, ils avaient budgété avec la banque d'affaires américaine JP Morgan un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. C'était 2 milliards de la Ligue des Champions. Là, depuis dimanche soir, du coup, c'est la course à l'échalote. Je suppose que l'UEFA a réagi. L'UEFA a réagi, c'est pour te dire à quel point on vit dans un monde de fous. L'UEFA a réagi. Alors, au-delà de l'UEFA, les supporters ont réagi, on peut les féliciter. Les dirigeants ont réagi. La Commission européenne, le Parlement européen, Emmanuel Macron, Boris Johnson, des politiciens en Espagne, en Italie. Des entraîneurs, des arbitres, Bielsa, Guardiola, Klopp, Rashford, Herrera aussi au PSG. Beaucoup ont communiqué en disant non, on ne veut pas de cette compétition. On croit, eux, c'était vraiment le volet sportif. Parce que voilà, la Super League, ce serait les 12 clubs que tu as cités, Chelsea, la Juve, l'Inter, l'AC Milan, le Real, le Barça, tout ça, seraient automatiquement qualifiés en Coupe d'Europe. Oui. C'est-à-dire qu'ils joueraient le championnat, la Liga, la Première Ligue, ils termineraient 12e, pas grave. Ils iraient en Coupe d'Europe. Donc plus de mérite sportif. Et donc là, les joueurs et les entraîneurs, Bielsa et les autres, ont communiqué en disant le mérite sportif est abandonné, on est contre. Mais voici le volet économique. L'UEFA, prenant peur, au départ, l'UEFA, elle a dit c'est simple, si vous partez, vous serez sanctionné. Sanction, c'est élimination de Ligue des Champions, élimination de championnat et sanctions contre les joueurs qui participent à la Super Ligue européenne. Vous ne jouerez pas l'Euro, vous ne jouerez pas la Coupe du Monde. Merci, au revoir. Il y a eu 4 éléments qui ont provoqué finalement le flop de la Super League, parce que la Super League aura tenu 48 heures. C'est les supporters, tu l'as dit, les entraîneurs, les joueurs, la fronde populaire qui s'est opposée à cette compétition, la fronde politique, tous les grands hommes politiques au pouvoir, je pense à Johnson et Macron, mais aussi les membres de la Commission européenne ont dit non, on ne la fera pas. Donc la fronde politique, la problématique juridique, parce que en gros, c'est très complexe, hein, donc je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, mais tu avais en gros, l'UEFA disait que c'était interdit de faire une compétition privée autonome, les juristes des clubs disaient que si c'est possible, parce que tu as une jurisprudence européenne qui autorise la concurrence, sauf qu'il y a le traité Lisbonne qui indique, l'article 165, que tu as une spécificité des disciplines sportives, ce qui fait qu'un juge aurait pu dire que le foot est différent d'autres sports, donc n'a pas à respecter les traités. Enfin, très compliqué. Donc il y avait un risque, donc les clubs sont inquiétés face à ce risque-là et ont peut-être reculé aussi là-dessus. Mais, quatrième point, le plus important et non des moindres, c'est que l'UEFA, tu parlais de course à l'échalote. Attaquer économiquement. Exactement. L'UEFA, face à la fronde des clubs, à la dissidence des clubs, c'est extraordinaire. En 48 heures, elle a trouvé un fonds d'investissement britannique capable de lui apporter 3,5 milliards d'euros d'investissement. Ce qui fait qu'en 2024, normalement, en 2024, tu auras une Ligue des Champions qui sera évaluée à 7,5 milliards d'euros. En 48 heures, on est passé de 2 milliards d'euros, enfin des chiffres qui sont colossaux. On est passé de 2 milliards d'euros pour la Ligue des Champions à 6 milliards d'euros pour la Super Ligue européenne, à 7,5 milliards d'euros pour la prochaine Ligue des Champions. Ça paraît absurde comme ça. On est sur des strates qui sont... Oui et non, parce qu'après tu te dis que c'est le football, le sport par excellence mondial, 4 milliards de fans, de supporters. Donc tu t'imagines que si tu admets que des gens vont consommer football, forcément ça va générer beaucoup de liquidités. Mais là où c'est fou, c'est qu'en 48 heures, on parle de chiffres alors que tu es en plein dans une crise économique. En France, tu as connu la faillite du principal diffuseur, la faillite de Mediapro. Tu dis qu'il y a un risque à chaque fois de perte pour les clubs de foot qui vivaient en déficit permanent depuis maintenant 10 ans. Et là, voilà, avec la magie des fonds d'investissement, tu sors des chiffres de plusieurs milliards. Et en 48 heures, tu passes de 2 à 7 milliards d'euros. Et évidemment, ça n'a pas manqué de faire son effet, puisqu'il y a 8 des 12 clubs qui étaient engagés, qui sont revenus dans le giron de l'UEFA. Exactement, tu as eu City qui a annoncé, ensuite ça a été suivi par tous les clubs anglais qui ont annoncé leur refus de rester en Super League européenne. L'Inter Milan, tu l'as dit, a annoncé eux aussi à leur tour leur départ. L'Atlético Madrid. Ça va être compliqué pour le Barça, parce que le Barça, c'est les socios qui vont voter si ou non il reste, et ça m'étonnerait qu'ils l'acceptent. Ça m'étonnerait qu'une Super League fonctionne à 3 clubs. Ouais, d'ailleurs, Agnelli, il a essayé jusqu'au dernière minute de dire non, on va... c'est dans le sens, c'est en nous. Ce matin, il disait encore ça, et après, là, vers midi, il commençait à dire bon, en fait, ça ne sera pas possible. Mais moi, qui étais donc en contact pendant 48 heures avec tout le monde et toutes les personnes concernées, j'ai aussi eu des appels de gens qui étaient directement concernés par la Super Ligue européenne. Quand je leur posais la question, attendez, vous êtes sûr que là, quand on voyait City qui
qui commençaient à renoncer et me disaient mordicus, non, 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 le projet est encore là, on va rester, on est pour, on va se lancer, ça va marcher. Ah non, clairement, ça a fait un flop. Ça a fait un flop, mais elle n'est pas morte, l'idée. Et on est parfaitement en droit d'imaginer que dans 5 ans, 10 ans, ça revienne. Parce qu'on pourra revenir dans le détail, mais là, le fait que tu aies un fonds d'investissement qui va venir financer et abonder le capital de la Ligue des Champions, le verre est dans le fruit. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des fonds d'investissement, il y en a d'autres. Maintenant, il peut se jouer aussi une concurrence, une surenchère de financement pour... Oui. Voilà, nous, on est Super League, on va mettre... mais si là, t'as mis 7 milliards, oui, mais justement, cette course à l'armement, 2 à 7 milliards, où est la véracité et la réalité de la valeur fondamentale du football ? Si demain, par exemple, parce que l'UEFA, prenant peur du départ des clubs, a voulu surenchérir et accepter l'offre du fonds d'investissement britannique à 3,5 milliards. Il faut les trouver, ces fonds-là. Si tu n'arrives pas à les trouver via les droits TV, si tu n'arrives pas à les trouver via les sponsors, les partenaires commerciaux, si tu n'es pas capable... Parce que pendant 10 ans, elle valait 2 milliards. Comment, d'un claquement de doigts, tu passes de 2 à 7 ? Il faut que tu sois capable de rembourser ce fonds d'investissement qui devient ton créancier. Et on le sait, alors toi qui es d'origine italienne, tu le sais avec l'AC Milan. L'AC Milan a été racheté en 2016, si je ne dis pas de bêtises, par des hommes d'affaires chinois à crédit auprès d'un fonds d'investissement américain, Elliott, avec des taux d'intérêt à 2 chiffres. Ils n'ont pas été capables de rembourser en une seule saison. En une saison, le fonds américain, Elliott, il a fait c'est pas grave, vous ne remboursez pas, on récupère le club. Aujourd'hui, le club est la propriété du fonds américain Elliott, et eux, c'est pas dans la demi-mesure. Hein. Les fonds américains, c'est à but de lucrativité. Donc si demain, le fonds d'investissement, parce que l'UEFA est incapable de rembourser ce qu'elle lui doit et d'honorer ses traites, le fonds d'investissement récupère la gestion de la Ligue des Champions. Et là, ça sera la Ligue fermée, reconnue par l'UEFA. Ce ne sera pas une ligue fermée dissidente. Ce sera le fonds d'investissement qui dira, dorénavant, c'est nous qui décidons que l'AC Milan 12e ou le Napoli ou le PSG, même s'ils ne terminent pas dans les premiers, ils sont qualifiés parce qu'ils sont populaires. Et ils pourraient aussi dire, et Boca, il pourrait être invité, et une équipe de MLS pourrait être invitée, parce que c'est l'attractivité pour le public international. Du grand n'importe quoi. Oui, bien sûr, ça va être un peu de la folie. Là, on a eu... tout le monde s'est mis à dire, je le disais en introduction, le football a gagné, les plus naïfs. Alors évidemment, on peut quand même remettre en question cette conclusion, ma foi, un peu hâtive, parce que l'UEFA... c'est quand même pas des anges. D'ailleurs, on vient de le dire, la course à l'échalote. Et en fait, il y a ce projet de ligue fermée. En plus, l'UEFA, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la discussion là-dessus. Et en plus, on pourrait déjà dire que la C1 fonctionne un peu comme une ligue fermée. Ça fait quand même... Là, en fait, on est en train de se prendre les conséquences de 30 ans de gestion du football européen par l'UEFA, non ? Ouais. De gestion et surtout de laisser faire. Surtout de laisser faire, c'est que l'UEFA n'a pas pris en main les sanctions contre les dettes sportives. Le fair play financier dont on parle depuis 2010, une forme de régulation du football européen, très rapidement, c'est un équilibre des dépenses, et non pas des dettes, des dépenses. Ce qui fait que depuis 2010, tu as l'obligation sur 3 ans d'avoir un équilibre entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Sauf que tu t'es pas attaqué aux dettes. Ce qui fait que toutes les dettes cumulées depuis 20 ans par Manchester, par Chelsea, par le Real, par le Barça, par tous les clubs, gros clubs européens qui se sont construits via la dette, n'ont pas été attaqués. Et tu as laissé couler justement ces gestions catastrophiques par l'UEFA, qui ne voulait pas prendre le risque de sanctionner des clubs comme City, comme Paris, comme le Real, comme le Barça, comme la Juve. Pas, en fait. Non, parce qu'ils ont besoin d'eux. C'est une position totalement schizophrénique entre la Fédération européenne qui te ferait croire qu'elle est là pour le bien-être du football, mais qui a trop besoin des puissants pour exister. Une compétition européenne sans la Juve, sans le Real, sans le Barça, sans Manchester, ça vaut rien. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain, bien sûr que oui. Elle en a trop besoin pour vivre. Donc on est en droit de l'attaquer finalement dans sa lâcheté. C'est sa lâcheté qui a fait que le foot est comme ça aujourd'hui. S'il y avait vraiment eu le courage de prendre de véritables décisions contre les gestions catastrophiques des clubs, on ne pourrait pas la critiquer. Là, l'UEFA, elle a laissé faire sous l'autel de l'intérêt lucratif, sous l'autel de la renommée internationale. Elle a laissé couler une dette sportive. Elle n'a pas sanctionné des clubs qui auraient dû être sanctionnés.
parce qu'il fallait la beauté de la Ligue des Champions avec des grands clubs européens. En fait, maintenant, la puissance économique prime tellement sur le sportif. En fait, oui, on est déjà presque dans le fonctionnement d'une ligue fermée. À la fin, on retrouve quasiment tout le temps Manchester City, le Barça, le Real, le Bayern. C'est extrêmement compliqué d'avoir un modèle parfait, en fait. Parce que on peut en débattre, alors c'est très intéressant, je ne sais pas si c'est le but de l'émission, parce que sur la philosophie sportive, les distinctions entre le modèle américain et le modèle européen, et comme on a des modèles qui se débattent, c'est un peu comme en économie, comme on a des modèles qui se débattent, par définition, s'il y a un débat, c'est qu'il n'y a pas de la bonne réponse. Et que personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a des points positifs dans le modèle américain et des points négatifs ou positifs dans le modèle européen. Le modèle européen, il te garantit la méritocratie. Tu me diras, c'est pareil à l'école, hein. Le modèle républicain te garantit la méritocratie. Mais au final, la Sciences Po à l'ENA, c'est 90% de fils de prof ou de fils de cadre. Aussi, ouais. Oui. C'est ligue fermée de la société. Ouais. Mais c'est sous couvert de la méritocratie. Officiellement, la République te garantit l'accessibilité à l'école, à passer les concours de Sciences Po et de l'ENA. D'ailleurs, le Real Madrid, au foot, c'est pareil. Le Real Madrid et l'AC Milan ont souvent, d'ailleurs, c'est souvent par le biais de leurs fans que ça passe, ce discours-là. On dit oui, le Real Madrid, ils sont riches, mais parce qu'ils l'ont mérité, ils ont gagné plein de titres. Ils sont persuadés que c'est leur réussite sportive qui ont créé leur... L'effet pervers de cette liberté, c'est un peu une forme de libéralisme social, c'est de laisser faire, et ensuite on récompense uniquement les plus méritants. C'est ce que c'est, la méritocratie, c'est principalement une philosophie libérale. On récompense les plus méritants. L'effet pervers, c'est que, en fait, tu as une construction des inégalités et un déterminisme qui se produit. Puisque si le Real est toujours devant par le mérite officiellement, il est toujours devant. Donc comme il est toujours devant, il a plus d'argent. Comme il a plus d'argent, il fait plus d'investissements. Comme il fait plus d'investissements, il a les meilleurs joueurs, donc il est toujours devant. Et il reste devant. Et il maintient sa rente de position. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une ligue quasi fermée officieusement, puisque c'est toujours les mêmes équipes qui sont en huitième de finale de Ligue des Champions. Elles le sont parce qu'on récompense les plus méritants, la méritocratie, donc on donne de l'argent à ceux qui le méritent. Ceux qui le méritent sont ceux qui sont devant. En plus, c'est devenu quasiment, ça s'est fait quasiment au détriment des championnats nationaux. Parce que maintenant, comme depuis 92, on n'a plus besoin d'être champion national pour participer à la troisième, quatrième, tu qualifies. Voilà. Ouais. Donc en fait, on peut juste jouer la quatrième place ou la troisième place pour être qualifié en Ligue pour sa qualification et ensuite jouer la Ligue des Champions à fond. Ça a aussi renforcé les inégalités au sein des championnats nationaux. Parce que comme en plus tu peux être rémunéré via la Coupe d'Europe, prends le PSG. Le PSG maintenant, comme ils touchent 130 millions d'euros par la Ligue des Champions, ils ont 3 fois plus que ce que tu peux gagner en moyenne en Ligue 1. Mécaniquement, sans compter les apports de leurs investisseurs, de leurs actionnaires, forcément, ça crée des inégalités colossales. Donc ce système-là méritocratique, officiellement, mais c'est exactement, tu l'as dit à l'école, où la méritocratie libérale fabrique les inégalités. Et donc la Ligue fermée que tu me dis, officieusement, elle existe. Oui, mais tu as l'idée que tu peux malgré tout garantir la liberté de réussite. Et tu peux avoir l'Ajax, tu peux avoir Porto. En Ligue 1, tu peux avoir Lens, qui tourne bien actuellement. Mais je veux dire, l'Ajax, en 2019, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Ils font demi-finale. Mais ça restera toujours et après, l'argument derrière, qu'est-ce qui se passe au mercato suivant? Qu'est-ce qui se passe? Si Ils sont littéralement dépouillés par la Juve, par le Real. Oui, mais dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont plus rien. Parce que, tu vois, tu pourrais dire, dans ces cas, Ligue fermée. Les Américains, ils disent, pour lutter contre cette forme de déterminisme, on fait la Ligue fermée. Mais au sein de la Ligue fermée, comme tu n'as pas de relégation, les dotations financières sont égales. C'est-à-dire que tu termines premier ou dernier, tu as les mêmes sommes d'argent. C'est pas grave puisque le dernier ne descend pas. Comme tu ne peux pas le faire en France ou en Europe, c'est comme tu as des descentes. Si tu donnes autant que le premier au dernier qui lui va en deuxième division, tu crées des inégalités en deuxième division. Donc tu ne peux pas faire de la régulation dans une ligue ouverte. Tu peux faire de la régulation dans une ligue fermée. Mais dans une ligue fermée, tu n'as plus de méritocratie. Donc tu n'as pas de modèle parfait, si tu veux. Moi, je serais pour un football merveilleux absolu, mais par définition, tu auras forcément des effets pervers. Oui, bien sûr qu'il y aura des effets pervers. Mais il y a comme là, par exemple, quand je réévoque le cas de l'Ajax, à quel point c'est une exception qui confirme la règle, c'est qu'effectivement, ils font demi-finale et après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils sont littéralement dépouillés. C'est la liberté de choix des joueurs de partir. C'est l'arrêt Bosman, tout ça. Oui, bien sûr. Le football européen, j'allais dire français, mais le football européen est le miroir grossissant de ce qu'est la philosophie capitaliste et libérale. Le football européen, c'est du capitalisme dérégulé et libéralisé. Alors que les Américains, à l'inverse, c'est régulé. En ligue fermée, mais c'est régulé.
C'est salarié cap, c'est luxury tax, c'est draft, c'est dotation égalitaire. Les Américains, c'est régulé. Les Européens, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, on te parle de chiffres colossaux. Mais ce ne serait pas possible de faire, par exemple, chaque championnat a son salarié cap, par exemple? Déjà, il faudrait le faire à l'échelle européenne. Donc, bon courage. Non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imaginer un salarié cap qui soit, je sais pas, indexé sur la masse salariale du championnat et voilà, la Ligue 1 a son salarié cap, la Ligue 2 a son salarié cap, la Série A a son salarié cap, la Série B a son salarié cap. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire ça? Ça serait possible, mais il faut qu'il y ait une... Par contre, juste pour qu'on explique un salarié cap, pour ceux qui savent pas... C'est un plafonnement des salaires. Soit c'est le salaire individuel, donc tu n'as pas le droit de dépasser plus de 100 000 euros par mois, par exemple, ou de 50 ou 10. Je crois que, par exemple, à titre de compréhension, si je ne dis pas de bêtises, en 2017, Jean-Luc Mélenchon proposait de mettre en place un salarié cap, pas en football, mais pour les salariés, donc y compris pour les footballeurs, si ma mémoire est bonne, pas le droit de gagner 20 fois plus que le plus petit salarié d'une entreprise. Ouais. Donc si dans un club de foot, s'il y a des écarts de 1 à 20, enfin de plus de 1 à 20, c'est interdit. C'est 1 à 20 maximum. Par exemple, si en football français, le salaire minimal, c'est 3 000 euros par mois, eh ben, tu ne pourrais pas payer plus de, donc 3 fois 2, 6, 60 000 euros par mois. Mais ça pourrait permettre quand même une meilleure répartition des talents au niveau des clubs. Le problème, c'est dans quel... Peut-être les clubs d'Europe de l'Est de garder leur talent un peu plus longtemps. Bien sûr. Et de ne pas se faire dépouiller immédiatement. Bien sûr, mais j'aimerais croire à ce système. Mais le souci, c'est dans quel monde tu vis. Si tu maintiens la logique de notre société marchande, pas forcément capitaliste, mais en tout cas de notre société marchande, avec de la consommation, tu ne rends pas le foot public et gratuit, mais tu maintiens l'idée de foot marchand et de sport marchand. Où irait l'argent? Si tu plafonnes les salaires des footballeurs, mais tu aurais toujours autant de spectateurs. Le problème, c'est qu'il y aurait une captation des profits du football pour les actionnaire. Et là, je vais rentrer dans une logique très marxiste. Tu aurais une spoliation de la valeur ajoutée créée par la force de travail au profit des bourgeois, des actionnaires. C'est déjà un peu le cas dans le monde du foot. Moins, parce que le football, c'est surtout les travailleurs qui sont payés, c'est les footballeurs. Oui, c'est vrai, mais on dit souvent que par rapport à ce que les joueurs apportent à leur club, ils seraient limite sous-payés. Je ne parle pas de Messi ou Ronaldo, je parle de Lens, parce que c'est large les joueurs. Tu as par exemple, tu as 49% des footballeurs sur Terre qui gagnent moins de $1 000 par mois, par exemple. Parce que les inégalités, elles sont aussi entre les joueurs de foot. Les $1 000 par mois et les Neymar à 36 millions d'euros par mois. Par an, pardon. Donc c'est 3,02 millions d'euros par mois. Oui. C'est déjà, mais globalement, le sport rémunère en grande partie ses travailleurs plutôt que ses capitalistes. Alors que si tu imposes dans notre société marchande, c'est pour ça que oui, c'est intéressant, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, cette forme de régulation, mais elle a ses risques, parce que si tu fais ça, tout en maintenant l'idée de consommation footballistique, d'abonnement à Canal+, à beIN Sport ou autre, ou de même financement d'une chaîne par des dons privés ou autres, donc un échange monétaire, mais tu plafonnes les rémunérations, qu'est-ce que tu fais de la différence? Alors, si tu contrôles en mode obligation de redistribuer au foot amateur, au foot féminin, au sport amateur, pourquoi pas? Si tu dis juste plafond salarial, mais tu as de la plus-value, où va la plus-value? Et encore plus inquiétant, si tu as des fonds d'investissement qui commencent à venir dans le football. Là, les fonds d'investissement, ils vont être très contents. Hein. Les fonds d'investissement, je peux dire qu'ils seraient très contents qu'il y ait un salarié cap. Et ils le prônent. Et quand tu voyais le projet de la Super Ligue européenne financé par JP Morgan, tu avais un salarié cap. Parce que s'ils te disent que c'est 55% plafonné sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a 45% qui est accaparé par le reste. Et donc, ils pourraient s'accaparer 45% des bénéfices. Alors, pour eux, c'est intéressant. Aller juguler ces inégalités, parce que manifestement, on ne peut pas compter sur l'UEFA pour ça. Non, tu ne peux pas compter sur eux. C'est un débat philosophique. Parce que l'UEFA, elle est même injuste avec ses propres compétitions. Parce que quand on regarde l'Europa League, par exemple, c'est presque devenu plus cher pour les clubs d'y participer que... Surtout pour les Français. C'est plus intéressant pour les clubs justement portugais, russes ou des pays un peu plus secondaires, si je puis dire. Parce que c'est vrai que c'est très peu rémunérateur, l'Europa League. La Ligue des Champions, pour faire simple, des chiffres comme ça, la Ligue des Champions, c'est par match gagné, tu as un chèque de 2,7 millions d'euros. Ouais. Tu gagnes un match, tu as 2,7 millions d'euros pour le club. En l'Europa League, tu gagnes un match, tu as 500 000 euros. Et ensuite, en Ligue des Champions, tu es qualifié en 8e, tu as un chèque de 9 millions. Tu es qualifié en quart, tu as un chèque de 10 millions. Tu es qualifié en demi, tu as un chèque de 12 millions. Tu es qualifié en cumulé, hein, pas plus, en cumulé. C'est 9, plus 10, plus 12, plus 15. En finale, c'est 15. Et une victoire finale, c'est 4. Gagner une Europa League, c'est la même somme d'argent que se faire éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions.
Donc oui, l'Europa League n'est pas rémunératrice. Et ça va être encore pire avec la 3e Coupe d'Europe que tu auras l'année prochaine. Et la Conference League, l'European Conference. La nouvelle Coupe Intertoto un peu. Là. La Coupe Intertoto, c'était l'été. Là, c'est toute l'année. Tous les jeudis, tu auras des matchs. Tu auras encore plus de matchs. Alors, pour l'abonné, à payer. C'est Mediapro en France qui a les droits, je précise. Ah oui, justement, parce qu'on parlait de rendre le football plus redistributif. Parce qu'en plus, l'actu foot business, elle s'est révélée 2 fois cette année. Il y a eu ça, et il y a eu l'affaire Mediapro. On parle beaucoup du football populaire, mais il va peut-être falloir s'en occuper du football populaire. Le football populaire, maintenant, c'est le football amateur. Et lui, il doit en pâtir de toutes ces histoires. Le football pro qui est rendu accessible au peuple, entre guillemets, quand tu parles de football populaire. Le peuple, c'est un bien grand mot, mais en tout cas aux gens, aux consommateurs, aux fans de foot. Si tu veux, en gros, le discours d'Agnelli et de Pérez, lors de la création de la Super Ligue européenne, était de dire les gens, et notamment les jeunes, ne regardent plus de football. Et c'est vrai. C'est vrai, concrètement, tu regardes les chiffres, malheureusement, les 12-25 ans s'intéressent de moins en moins au football. Mais il regardera peut-être plus s'il n'y avait pas 150 abonnements à payer. Le constat est vrai, mais la réponse est fausse. Eux, leur réponse, c'est de dire il faut qu'on fasse des abonnements avec que des gros matchs. Et même Agnelli avait proposé des abonnements sur les 15 dernières minutes. S'abonner pour voir les 15 dernières minutes d'un match. Non mais bref. Le constat est vrai. Mais leur réponse est fausse, et je suis entièrement d'accord avec toi. Comment expliquer ce constat du manque d'intérêt du football pour les jeunes d'aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucun grand match en clair. Les trentenaires, moi y compris, et toi y compris, les quarantenaires, les cinquantenaires, on a tous connu des grandes rencontres européennes de Ligue des Champions en clair. Et même de Coupe UEFA de Coupe des Coupes. Moi je me rappelle, c'était France 3, la Coupe UEFA dans les années 90-2000, et TF1, la Ligue des Champions. Et moi je me rappelle avoir vu du Liverpool-Auxerre en Coupe de l'UEFA sur France 3. On voyait Maradona avec Naples en 89. Dans les années 80, voilà. On voyait l'Inter de Milan de Ronaldo et Djorkaeff en 98. Par exemple, je suis prêt à parier que tous les trentenaires qui nous regardent, tu dis, il y avait pénalty sur Nilmar, tout le monde comprend la référence. Parce que tout le monde a vu ce match, c'était Lyon-PSV Eindhoven, parce qu'il était en clair. Et ça crée un inconscient collectif. Le match PSG-Bayern de Ligue des Champions, une qualification en demi-finale d'un grand club français, a été vu officiellement par 900 000 personnes. Sur RMC Sport, chaîne à 19 € par mois, qui vient se rajouter à ton abonnement à Beansport, à Canal+, autrefois à Mediapro Téléfoot, plus Netflix, plus Amazon, plus DAZN. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, oui, les jeunes ne regardent plus de football, mais c'est pas parce que tu as du Malmo, Bate Borisov en Ligue des Champions qui ne regardent plus de football. Ils ne regardent plus parce que c'est payant. Parce que c'est payant. Parce que c'est payant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et cette espèce d'aveuglement des dirigeants européens, de l'UEFA, comme des dirigeants des clubs, à croire que c'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo qu'ils ne regardent plus de football, c'est une aberration totale. C'est un discours, j'ai envie de le dire, de boomer. Est-ce que le football qu'on aimait, il n'est pas un peu mort cet hiver avec la... J'ai pas envie de casser l'ambiance, mais je te dirais qu'il est mort depuis 30 ans, le football. Ouais. Le football tel... Alors, je ne sais pas quel est le football qu'on aimait, parce que moi, personnellement, j'ai toujours aimé le football, même le football business. Les matchs de Ligue des Champions qui jouaient à Istanbul ou à Moscou, je regardais. Et j'ai malheureusement, mais je suis honteux et gêné de le dire, mais je vais pas forcément regarder, mais je vais m'intéresser aux résultats de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que c'est une infamie totale, une honte totale de jouer une Coupe du Monde au Qatar. Mais parce que j'aime le football, je suis un gros lâche, un sale hypocrite, et je vais m'intéresser à cette Coupe du Monde. Je préférais qu'elle soit tout de suite boycottée et qu'on annule cette compétition. J'aimerais que ça se fasse, mais elle aura lieu. Elle aura lieu sur des cimetières, et je la regarderai. Tout comme je regardais les matchs du PSG qatari, tout comme je regarde les matchs de City émirati, tout comme je regarde les matchs de Chelsea russe, Abramovich, tout comme je regarde les matchs du Real et du Barça qui appartiennent à des gens peu respectables, si je puis dire. J'ai moins d'attrait pour la Juve, mais, parce que j'ai plutôt un enfant de l'AC Milan, mais j'ai toujours aimé le football. Donc malheureusement, j'aime aussi le football qui a été perverti dans le business. Peut-être le ramener à ce qu'il était, peut-être un peu plus à ce qu'il était avant, par exemple retrouver à l'ancienne formule de la Coupe des clubs champions. Je rêverais qu'on la remette en place, mais c'est impossible. Je rêverais qu'on ait 64 clubs participants et qu'on commence en 32e de finale dans des matchs à affrontement direct, comme c'était à l'époque. Ça serait merveilleux, mais c'est impossible à envisager. C'est impossible à envisager. Parce qu'il faut des matchs, il faut du suspense, il faut de la garantie. T'imagines le Real sorti dès le premier tour? Pour eux, c'est impossible. Il faut garantir à ce que
par cet écrémage dans des phases de poule avec plusieurs matchs, tu puisses avoir la certitude d'avoir dès les huitièmes ou les quarts les grands clubs. C'était le mot de la fin. Assez pessimiste. On a envie de croire à un monde meilleur, mais pendant le premier confinement, tout le monde parlait du monde de demain qui sera meilleur, une mansuétude, une paix, une stabilité dans les transferts, dans les salaires, une limitation, une révolution heureuse. Une déflation qui aurait été bénéfique pour le football. On aurait pu l'envisager, mais même une déflation contrôlée, voulue, stratégique. Bah non. Le confinement et la crise du Covid, ça a créé Super Ligue européenne, fonds d'investissement, réforme de Ligue des Champions. Donc le monde de demain sera comme le monde d'aujourd'hui, voire pire, ou pire. Bah merci Pierre, merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. Comme vous le savez, le média devient une société coopérative d'intérêt collectif, donc vous pouvez dès maintenant devenir sociétaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ça fait depuis un petit peu plus de 3 ans aujourd'hui que le média est auprès des luttes. Grâce à vous, sociaux du média, nous avons pu couvrir une multitude de luttes sociales. Nous avons pu enquêter sur le traitement des travailleurs du bâtiment pendant le premier confinement, sur les conditions de travail des enseignants, sur la répression syndicale. Pour pouvoir continuer à traiter tous ces sujets, le média opère sa transformation en SIC. Le média devient une coopérative. Vous pouvez dès maintenant acheter des parts et devenir sociétaire du média afin d'assurer son indépendance et sa liberté éditoriale, pour que le média puisse rester au cœur des luttes et enquêter sur la misère sociale des travailleurs.